Je pense que Maciel, avec ses pulsions sexuelles incontrôlables, a fondé la Légion du Christ pour avoir son propre harem de jeunes garçons. Il voulait que je me couche nu à ses côtés. Nous vivions comme dans un archipel de solitude. Exactement ça. Dans le cas de Martial Maciel, toutes les caractéristiques d'une secte sont réunies. 213 documents. L'Église était au courant de tout, quoi. De tout. Il est impossible d'ouvrir le dossier du père Maciel, car c'est une personne très aimée du Saint-Père, et il a fait beaucoup de bien à l'Église. Je suis navré, mais ce n'est pas prudent. No es prudente. Lorsque je regarde mon passé dans la Légion, je ne vois que du mensonge. Mensonge, 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 mensonge. Ça s'arrête pas. C'est un événement que je garde vraiment et qui brûle encore en moi. Hein. Une foule en liesse de jeunes, le pape qui arrive dans sa papamobile, l'émotion dans la foule. Tous les jeunes qui participaient à l'événement étaient dans un état d'ébullition. Puis il y avait toutes les conditions, il était très beau, il y avait de la musique balancée à fond. L'ambiance était absolument extraordinaire. Si ce 21 août 1997 a autant marqué Xavier Léger, c'est qu'au-delà de cette ferveur des Journées mondiales de la jeunesse, il croise ce jour-là un religieux qui va changer sa vie. J'ai cru que c'était un prêtre, en fait c'était un diacre et alors il y avait tellement de bruit avec les haut-parleurs, la musique, tout ça, que j'ai du mal à l'entendre, à le comprendre. Mais j'ai compris que c'était un jeune diacre qui allait bientôt être ordonné prêtre, extrêmement soigné, du gel dans les cheveux, les chaussures noires bien cirées, une élégance très raffinée. Je me suis senti plutôt honoré de cette approche. Voilà, on a discuté 2 minutes, je lui ai donné mon numéro de téléphone et quelques jours après, il m'a rappelé. Sans le savoir, Xavier Léger vient d'être abordé par un recruteur des Légionnaires du Christ, une congrégation religieuse créée 55 ans plus tôt et présente sur tous les continents. La Légion du Christ a donné 1 millier de prêtres à l'Église et son influence au Vatican n'a cessé de croître. 2 ans plus tard, en 1999, Xavier Léger deviendra lui-même légionnaire du Christ. Pour sentir le poids que représentent les légionnaires du Christ dans l'Église, il est indispensable de se rendre au Mexique. La religion est ici un des piliers de la République. Certains considèrent même que l'Église mexicaine est un État dans l'État. Pour la Légion du Christ, tout a commencé à 7 heures de route de Mexico, dans l'État du Michoacán. Nous sommes à Cotija de la Paz, une petite ville de 12 000 habitants. Cotija, son calme, sa douceur de vivre et son musée. Un musée où est racontée l'histoire mouvementée de cette région. Sur un mur sont rassemblées les photos des personnalités illustres de la ville. Et parmi elles, nous découvrons un certain Marcial Maciel Degollado, né à Cotija en 1920. Le jeune Martial, qui aura 10 frères et sœurs, est issu d'un milieu ultra-catholique. 3 de ses oncles sont évêques. Presque naturellement, il entre au séminaire. Il a 16 ans à l'époque. En 1941, à 21 ans, il est ordonné prêtre. Très rapidement,
il fonde une congrégation qui prendra plus tard le nom de Légionnaires du Christ. Son but, former de nouveaux prêtres et faire connaître Jésus au plus grand nombre. En 2002, 6 ans avant sa mort, Martial Maciel racontait encore l'histoire de la naissance de la Légion du Christ. Je crois que tout cela est dû à l'action du Saint-Esprit. À l'action de Dieu et à la manière dont il a pu, à travers moi, réaliser son œuvre. Dès 1944, des rumeurs courent sur ce qu'il se passe au sein de la petite communauté de légionnaires. On parle d'abus sexuels commis par Martial Maciel, qui serait aussi addict à la morphine. On évoque une discipline de fer et des méthodes d'enseignement pas très catholiques. À Mexico, nous avons retrouvé quelques-uns des premiers membres de la Légion du Christ. Des hommes meurtris qui, 65 ans plus tard, n'ont rien oublié. Dans leur cauchemar, une image revient sans cesse, l'infirmerie, ce lieu où Maciel, que l'on voit ici allongé, se disant atteint d'une maladie des voies urinaires, attire de jeunes séminaristes, des enfants âgés de 10 à 16 ans. La toute première nuit qu'il a abusé de moi en me masturbant, je suis resté pétrifié. Je savais que tout contact sexuel représentait un péché. Mais dans mon esprit d'enfant, je ne concevais pas qu'un saint homme comme lui, un prêtre, puisse commettre des actes aussi inavouables avec moi. Il a fini par me masturber contre ma volonté, violemment. Lui avait 35 ans et moi j'étais un jeune homme de 16-17 ans. Sa prétendue maladie était son passeport pour prétexter que cette infection des voies urogénitales nécessitait des soins particuliers, comme des faveurs sexuelles et des masturbations par exemple. Je le sais car je l'ai subi. J'ai été victime de ces mensonges plusieurs fois. Tout avait lieu dans une atmosphère très feutrée, voire dans la pénombre de ce qu'on appelait alors l'infirmerie. Mais au-delà de l'excuse médicale, il y avait un autre argument, l'autorité de l'Église. Il m'avait raconté, pour tenter de me convaincre, qu'il avait une autorisation particulière du Saint-Père, Pie XII. Les religieuses pouvaient lui masser les parties génitales pour le soulager et éviter le soi-disant conflit sperme-urine. Je n'ai compris que ce qu'un jeune garçon pouvait alors comprendre. Il y avait le père Maciel qui venait de temps en temps. Alors lui, ça m'avait marqué les cris dans sa chambre, le bruit des meubles. On nous expliquait qu'il luttait contre le diable. Voilà. J'étais convaincu que ma vocation était très spéciale auprès de cet homme. Bon, je me disais que Dieu voulait certainement que j'aide cet homme à la destinée si extraordinaire, même si pour moi, c'était de l'humiliation et du dégoût que tout cela m'inspirait. Mais je vivais cela comme un sacrifice. Après avoir été abusé durant toute une nuit, Juan José Vaca, du haut de ses 13 ans,
ose demander des explications à Martial Maciel dès le lendemain matin. Maciel me dit, mais ce n'est pas un péché que tu as commis, c'est un acte de charité, car ce que tu as fait m'a permis de surmonter la douleur. C'est un acte de piété ce que tu as fait pour moi, donc un acte vertueux, pas un péché. Et moi j'ai répondu, mais non, c'est un péché que j'ai commis. Écoute, m'a-t-il dit, pour que tu ne t'inquiètes plus, je vais te donner l'absolution. Au nom du Père, du Fils, tu n'as plus aucune inquiétude à avoir. Mais il était tout pour moi, je le répète. Il était mon confesseur, mon père, ma mère. Il était tout, je n'avais personne d'autre. Le schéma du Maciel séducteur a ainsi démarré. Tout ce qui concernait des déviances comme les masturbations relevait soi-disant du délire ou du rêve. Martial Maciel a utilisé ce mécanisme dissociatif parfaitement rodé pour arriver à ses fins. Il l'a peaufiné petit à petit à Rome. Il était capable de quitter l'infirmerie où il violait des enfants pour se rendre à la chapelle. Donc cet homme, après y avoir passé un moment avec un ou plusieurs jeunes légionnaires, pouvait ensuite servir la messe de la manière la plus dévote qui soit, en maintenant le Saint-Sacrement en l'air pendant de longues minutes pendant la consécration. C'est donc un comportement totalement dissociatif. Ceux qui n'assistaient qu'à quelques scènes ne percevaient que des fragments de Maciel. Je pense que Maciel, avec ses pulsions sexuelles incontrôlables, a fondé la Légion du Christ pour avoir son propre harem de jeunes garçons. C'était sa véritable motivation pour fonder la Légion du Christ. Avoir un groupe avec lequel il pouvait assouvir son débordant appétit sexuel. Pansexuel. Si le secret des crimes de Martial Maciel a été si bien gardé, c'est d'abord en raison du silence imposé aux légionnaires du Christ. L'enfant a fait vœu de charité, ce qui le contraint à ne jamais contester un supérieur, et ainsi, rien ne transpire des murs des séminaires de la Légion. Lorsqu'une victime, enfant ou adolescent, était abusée dans la Légion, il ne pouvait en parler à personne. Non seulement à cause de ce vœu secret de charité qui lui interdisait de critiquer un supérieur, mais aussi en raison d'un système de complicité interne. Nous étions surprotégés. Rien ne pouvait sortir de ces murs. C'était impossible. Cette règle du silence absolu a toujours existé dans la Légion du Christ. Dans les années 2000, Xavier Léger l'a subi tout au long de ses 7 ans de présence dans la congrégation. C'est épouvantable. C'est épouvantable parce qu'on était tous les uns à côté des autres sans savoir ce que souffraient nos voisins. Parce qu'en fait, les légionnaires n'ont pas le droit de parler, surtout en mal. Ils n'ont pas le droit d'avoir des amitiés particulières et ils ne doivent parler de leurs problèmes qu'aux personnes que Dieu a prévues à cet effet, à savoir leurs supérieurs, qui sont en l'occurrence leurs directeurs spirituels. Et donc, on ne savait pas, et ce n'est encore une fois que des années après, que j'ai repris contact grâce aux réseaux sociaux avec un certain nombre de mes anciens compagnons et que j'ai découvert que toutes ces personnes qui m'accompagnaient, toutes ces personnes qui ont fait un bout de chemin avec moi dans la Légion, qui étaient tout sourire, qui étaient joyeux, qui étaient parfois même rayonnants, étaient en train de vivre un cauchemar épouvantable, quoi. On n'avait personne à qui parler. Il n'y avait pas de supérieur intermédiaire à qui nous pouvions dire « Notre père m'a fait ceci », par exemple.
J'ai ressenti beaucoup de compassion pour les autres. La profondeur de nos âmes tenait en grande partie à ce que l'on pouvait deviner de la solitude des autres. Je me souviens qu'au cours des promenades, j'oubliais ma propre tristesse en ressentant l'énorme détresse de mes frères et compagnons. Je compatissais car je comprenais qu'ils vivaient la même chose que moi. Quand, il y a quelques années, j'ai écrit un essai intitulé « Les raisons de mon silence », je décrivais que nous vivions comme dans un archipel de solitude. C'était exactement ça. Dès 1946, Maciel veut conquérir le monde. À côté de la Légion, il a créé le Regnum Christi, un rassemblement de milliers de laïcs chargés de recruter de futurs séminaristes et attirer de généreux donateurs. La Légion du Christ va donc grandir vite et s'exporter. Après Cotija et Mexico, c'est l'Espagne franquiste qui accueille à bras ouverts Marcial Maciel et sa troupe de petits Mexicains exilés. Un des premiers centres légionnaires sera cette maison à Comillas, sur les bords de l'Atlantique. Expédiés à des milliers de kilomètres de leur foyer, séparés de leur famille et qu'ils ne reverront pas durant des mois, parfois des années, privés de toute liberté, les petits séminaristes sont plongés dans un monde parallèle, très éloigné de celui des enfants. Une des armes utilisées par les légionnaires du Christ pour recruter est la séduction et la chaleur de l'accueil. Paul Lennon, qui a un jour quitté ses parents et son Irlande natale pour intégrer la Légion du Christ, se souvient. Et là nous attendait un grand groupe de légionnaires qui étaient venus de Rome et Salamanque dans leur autocar pour nous accueillir. De nombreuses années plus tard, j'ai compris que c'était du bombardement d'amour. Mais on ne pouvait pas s'en douter. « Oh, vous êtes les premiers légionnaires irlandais. Bienvenue, bienvenue !» Avec cette accolade du légionnaire. Oh, tout cela. Ils ont même chanté pour nous. Et de nouveau, cette accolade typiquement mexicaine. Le problème majeur de la Légion du Christ, c'est le processus de dépersonnalisation. Et une des spécificités des légionnaires du Christ, c'est que ce sont des robots. De beaux robots, agréables à regarder, propres sur eux, attirants physiquement. Le légionnaire va ainsi voler l'âme des autres, une fois que lui-même aura perdu son âme. Dans le cas de Marcial Maciel, toutes les caractéristiques d'une secte sont réunies. Il est le leader, le fondateur, celui qui leur donne tout. En 1946, ses enfants sont séparés de leur famille, ce qui est très courant à l'époque. Ils sont emmenés en Espagne, arrachés à leur famille, et leur quotidien tourne autour de tout ça. Dans ce contexte, tout est fait pour dissimuler les actes de pédophilie. Car le responsable est non seulement le fondateur, mais il est aussi le père spirituel, celui qui reçoit ta confession, qui a le contrôle sur toi et sur ce que tu lui dis. Cette image de l'être supérieur, Marcial Maciel va la cultiver tout au long de sa vie. Ainsi, dans ce film à sa gloire, tourné en 2002, on le voit tour à tour en religieux dévot, en homme curieux des choses du monde, en confident, en bâtisseur infatigable, en guide généreux, bref, un saint homme. Le Père Maciel avait eu une vie tellement extraordinaire qui rassemblait à lui la vie de tous les grands saints. C'était à la fois Saint Paul, c'était à la fois Saint Jean Bosco, c'était à la fois Saint Jean-Marie Vianney. Il avait fait tous les miracles des uns et des autres. Tout le système de formation est fait pour mettre en avant la figure du supérieur. À l'époque où j'y étais, en tout cas, c'était surtout la figure du Père Maciel qui était exaltée à un point complètement fou.
En 6 ans et demi de vie à la Légion, je n'ai pratiquement jamais ouvert la Bible, hormis les lectures qu'on entendait à la messe. Cependant, les lettres du Père Massiel, qu'est-ce que j'ai pu en lire? C'est toujours le même refrain, mes frères, il faut sauver le monde qui est entre les mains de puissances occultes. Le Père Massiel générait une espèce de paranoïa à l'égard de ses ennemis, à l'égard des ennemis de l'Église, une paranoïa compulsive, qu'on retrouve encore d'ailleurs, je pense, de façon encore prégnante dans la Légion aujourd'hui. Massiel voulait fasciner comme il était fasciné par les leaders. Quand il évoquait Hitler ou le général Franco, c'était avec admiration. Il était issu d'une mentalité qui érigeait un culte au chef suprême, celui qu'il fallait suivre. Il admirait les leaders. Il a clairement été influencé par des figures comme Franco ou Hitler. On nous demandait de l'esprit de sacrifice et de don de soi. Et donc là, on nous donnait comme exemple les jeunesses hitlériennes, qui aussi s'est donné à fond pour un idéal, etc. J'ai fini par comprendre que l'accès à l'information était totalement cloisonné. Dans la Légion, on ne savait que ce qu'il voulait bien qu'on sache. On ne regardait pas la télévision, on ne lisait pas les journaux. On ne communiquait avec personne, pas même avec des religieux ou des séminaristes de l'extérieur. On avait l'interdiction de parler à des étrangers. Culte de la personnalité, idéologie totalitaire, isolement total, rien n'est épargné aux légionnaires du Christ. La méthode est efficace et les mêmes règles de vie s'imposent aux séminaristes depuis 70 ans. ¿Cuánto haces tú por Cristo? C'est un système où vous n'avez jamais de temps libre. C'est-à-dire que du matin jusqu'au soir, vous passez votre temps à courir. Je me rappelle le premier jour où j'ai dormi donc, avec les novices, et à 5h15 du matin, les lumières sont allumées et un supérieur passe en hurlant dans le couloir « Christ notre roi, Christ notre roi, Christ notre roi » et tous les novices doivent se sortir du lit en se jetant et en hurlant « Que ton règne vienne ». Et là, vous voyez passer les religieux courant comme des dératés vers les douches, parce que le premier qui arrive aux douches est le premier ensuite qui pourra se préparer et aller le premier à la chapelle et donc être un bon religieux. Et du matin jusqu'au soir, vous passez votre temps à courir. Vous n'avez jamais de temps pour vous. Le système est très dépersonnalisant. L'un des outils principaux des systèmes sectaires, c'est de vous faire manquer de sommeil. Nos nuits étaient vraiment limitées au maximum, si bien qu'en fait, lorsque vous arriviez au lit, vous étiez sur les rotules. Enfin, moi, je m'écroulais et je m'endormais très rapidement. Pour rompre cette solitude qui fait son quotidien, le légionnaire a le droit d'écrire une fois par mois à ses proches. Mais là encore, il est étroitement surveillé. Je pouvais écrire à ma mère une fois par mois, mais mes lettres étaient contrôlées par mon supérieur. Si je disais quoi que ce soit ne convenant pas, on me retournait la lettre pour corriger mes propos. Je suis très sentimental. Je me souviens avoir signé une fois ma lettre par ton fils, Paul. En anglais, Your dear son, Paul. Et le supérieur m'a repris. Ce n'est plus Paul. Et j'ai dû corriger par ton cher fils Paul Lennon, novice de la Légion du Christ. Autre contrainte, le légionnaire doit écrire tous les mois à Martial Massiel, le fondateur, qui est censé lui répondre personnellement. En réalité, ce sont des prêtres au service de Massiel qui écrivent aux séminaristes. On nous avait expliqué que le père Massiel ne dormait que 3 heures par nuit. Et que tout son temps, ou presque, il le consacrait à ses légionnaires. Il le consacrait pour répondre personnellement. Il nous connaissait tous. Et nous, crétins que nous étions, nous le croyons. Il y avait vraiment une imposture.
On nous a fait croire que c'était lui qui nous écrivait. Et moi, j'y ai cru. Moi, je me rappelle que chacune de mes lettres, je suis allé les ouvrir, parce que d'ailleurs c'était une tradition, devant le Saint-Sacrement. Parce que c'était le Saint-Esprit qui venait m'éclairer. Vous voyez ? Et c'est quand même terrible, parce que derrière, moi, j'ai révélé des choses de mon intimité, j'ai révélé des problèmes de cœur, des problèmes d'affectivité. Et derrière, le problème de la question du secret de confession, on n'en est pas loin. Un prêtre, c'était des prêtres. Mais c'est un viol continuel, un viol des consciences. Comment fonctionne la Légion du Christ? Elle a un système d'éducation, un système de contrôle, un système de culte de la personnalité. Tout ceci conforte l'idée que l'ensemble de ces données sont celles d'une congrégation et d'une secte, totalement imbriquées l'une dans l'autre. La Légion du Christ est une secte. Comment un mouvement religieux aux méthodes rappelant celles des sectes et au sein duquel des enfants ont été abusés sexuellement a-t-il pu prospérer au nom du Christ depuis plus de 70 ans? Cette image est une forme de réponse à la question. À l'instar de Jean-Paul II, Martial Maciel et ses troupes ont été protégés par tous les papes qui se sont succédés depuis 1941. In particolare saluto la comunità dei Licinari di Cristo. Dernier geste protecteur en date, cet hommage public de Benoît XVI en 2011, comme si le pape avait fait une croix sur les crimes commis dans la Légion. Au cours de notre enquête, nous avons retrouvé des documents jusqu'ici gardés secrets au Vatican. Des documents essentiels, 213 au total, pour comprendre les protections dont a bénéficié Martial Maciel. Nous avons mis bout à bout ces 213 pièces à conviction. Au final, 40 mètres de documents représentant 70 ans de la vie secrète de la Légion du Christ. C'est Fernando González, universitaire mexicain, qui a convaincu des archivistes du Vatican de faire sortir ces documents longtemps cachés. Des documents partiels, puisque des dossiers sur la Légion du Christ sont encore stockés dans 3 autres lieux, à Rome. Ce n'était pas compliqué pour Jean-Paul II et le cardinal Ratzinger d'exiger qu'on leur communique le dossier sur l'affaire Maciel, pour se faire une idée de ce qui se passait depuis 1944 et prendre connaissance de toutes les dénonciations qui se sont accumulées depuis. Ces 213 pièces gardées secrètes jusqu'ici sont composées de courriers de dénonciation, de rapports accablants pour la congrégation et ses méthodes coercitives, mais aussi et surtout pour le fondateur de la Légion. Exemple, une lettre très explicite d'un évêque mexicain en août 1956. Il envoie une lettre de dénonciation à Rome où il est question de Martial Maciel. Et il détaille des agissements tortueux, usage du mensonge, prise de drogue, actes de sodomie avec des garçons de la congrégation. Ceci a été envoyé par Sergio Méndez Arceo. Les accusations sont si graves qu'en cette année 1956, Maciel est écarté par le Vatican après une enquête apostolique. Pourtant, il reviendra 2 ans plus tard. Autre pièce essentielle, une longue lettre de 1976
adressée à Marcial Maciel, écrite par Juan José Vaca, 6 mois après sa sortie de la Légion du Christ. Ce serait un scandale gravissime si les autorités compétentes découvraient vos abus sexuels. Outre les abus sexuels, les atteintes graves à mon intégrité morale, psychique et mentale. Pour le bien de l'Église, je vous demande de reconnaître ces faits gravissimes et renoncer à la dignité de votre charge. Juan José Vaca, 20 octobre 1976. J'ai voulu lui écrire, non seulement pour lui adresser mes reproches, mais aussi pour lui demander de s'expliquer sur toutes les aberrations commises durant sa vie, à commencer par les abus sexuels à mon encontre depuis mes 13 ans en 1950, et ce pendant presque 12 ans. Pour seule réponse, il a pratiquement menacé de me détruire si je continuais à parler de lui en public. Correa, es la carta que él envía donde ella habla de la... Que él abusó también. Sí, que él abusó después también. Él ya había abusado. 213 documents. L'Église était au courant de tout, quoi. De tout. Alors, on peut trouver des explications, des excuses, on peut... mais quand même, lorsque vous lisez les conclusions de la première visite apostolique, tout y était. On retrouve un document dans lequel on fait la synthèse de toutes les accusations qui ont été faites précédemment, en 1956. Un document qui fait le résumé de toutes les critiques, toutes les lettres qui ont été envoyées. Donc ça veut dire qu'il y avait des gens qui avaient récapitulé et qui disaient « ben voilà, Maciel a fait ça, Maciel a fait ça, Maciel a fait ça ». Comment a-t-il réussi à échapper à la justice ? La preuve est faite que de Pie XII à Jean-Paul II, le Vatican a été informé des crimes de Marcial Maciel. Mais qu'en est-il de Benoît XVI ? Dans un livre d'entretien accordé à un journaliste allemand, Peter Siewald, celui qui fut le cardinal Ratzinger affirme qu'il n'a été informé que très tard du cas Maciel. Nous n'avons eu d'indices concrets qu'à partir de l'an 2000. Pour moi, Marcial Maciel demeure un personnage mystérieux. Il y a une vie qui, comme nous le savons maintenant, se situe au-delà de la morale, une vie aventureuse, dissipée, pervertie. Ratzinger ment quand il affirme que jusqu'en 2000, il ignorait tout. Ratzinger avait toutes les pièces à sa disposition au moins depuis 1998. Il avait accès à tous les documents secrets nécessaires et je ne peux pas croire que quelqu'un de ce niveau ne les ait pas consultés. Cela faisait partie de ses obligations que de s'inquiéter et exiger le dossier Maciel, celui qui allait bientôt être érigé comme modèle pour la jeunesse. De 1981 à 2005, le cardinal Ratzinger a présidé la Congrégation pour la doctrine de la foi, la police des polices, au Vatican. Rien des plaintes de 8 anciens légionnaires en 1997 n'aurait donc pu lui échapper. Des articles de presse sur ces plaintes ont été publiés aux États-Unis, puis au Mexique, toujours en 1997. Et puis, il y a surtout l'emblématique affaire Alberto Atié. En 1994, ce prêtre mexicain rencontre un légionnaire du Christ, le père Amenabar, que l'on voit sur cette photo aux côtés de Marcial Maciel. Le père Amenabar sent qu'il va mourir et il veut parler à un religieux. Alberto Atié recueillera ses confessions. Él había sido no solamente abusado sexualmente. Non seulement ce père Amenabar avait été abusé sexuellement, mais il avait à son tour amené des compagnons à l'infirmerie et en de maintes occasions, il a été le stratège de Maciel pour stopper les dénonciations contre certains de ses collègues prêtres, aussi abuseurs d'enfants, en 1982. Le père Amenabar a été une victime, un complice, mais également un bourreau. Détenteur de ces informations explosives, Alberto Atié alerte alors le très influent cardinal mexicain Norberto Rivera. Mais le cardinal ne l'écoute pas. Pour lui, Marcial Maciel est tout simplement victime d'un complot.
Comprenant que Maciel est protégé au Mexique, Alberto Atié décide d'informer le Vatican. En 1998, il se tourne vers un ami, un évêque, Monseigneur Talavera, qui accepte de porter son témoignage écrit à Rome. À son retour, Monseigneur Talavera fait le récit de sa discussion avec le cardinal Ratzinger, le futur Benoît XVI, qui est à l'époque très proche du pape Jean-Paul II. Monseigneur Talavera me raconte. Le cardinal Ratzinger a lu ta lettre devant moi et m'a alors demandé « Connaissez-vous le prêtre qui a écrit cette lettre ?»« Oui, Éminence. »« Pensez-vous que l'auteur de cette lettre est une personne fiable moralement ?»« Oui, Éminence. »« Vous pensez que ce qu'il a écrit est véridique ?»« Oui, Éminence. »« Vous pensez que c'est vrai ce qui est écrit ici ?»« Oui, Éminence. » Et la réponse du cardinal Ratzinger a été « Monseigneur, je le regrette sincèrement, mais il est impossible d'ouvrir le dossier du Père Maciel, car c'est une personne très aimée du Saint-Père, et il a fait beaucoup de bien à l'Église. Je suis navré, mais ce n'est pas prudent. » Écœuré, Alberto Atié abandonnera la prêtrise 5 ans plus tard, en 2003. Il milite aujourd'hui aux côtés d'anciens légionnaires. Il a participé à l'écriture d'un livre, La volonté de ne pas savoir, présenté récemment à Mexico. Un livre dénonçant l'omerta organisée par l'Église autour de la Légion du Christ pendant 70 ans. Même si je suis resté très croyant et que je continue à pratiquer, que je n'ai pas perdu la foi, oui, quelque part, j'en veux à l'Église. Je suis... parce que c'est l'Église qui nous a trompés. Elle aurait dû nous protéger. Et elle ne l'a pas fait. Tout au long de sa vie, Martial Maciel a su s'appuyer sur un réseau protecteur de cardinaux et d'évêques présents au Vatican. Des hommes d'influence dont il connaissait tous les secrets. Il était très à l'aise au Vatican, comme un poisson dans l'eau. Dès le début, il a usé de son charme, fréquenté les monseigneurs, tout le monde. Je pense qu'il connaissait tous leurs travers de ces monseigneurs et cardinaux. Donc il jouait d'une forme de chantage. Le chantage, c'est un mécanisme récurrent chez Maciel. Maciel n'avait qu'à faire jouer ses réseaux au sein du Vatican, parce qu'un certain nombre de cardinaux étaient complètement acquis à sa cause, qui voyaient la Légion comme une œuvre magnifique, tant de vocations, alors que tout fout le camp dans l'Église, c'est merveilleux, c'est la solution à tous nos problèmes. Et forcément, le fondateur ne peut pas être mauvais, puisqu'il y a cette congrégation merveilleuse. Et donc, c'est comme ça, finalement, qu'il s'en est sorti. Pourtant, le mur de protection érigé autour du fondateur de la Légion va commencer à se fissurer. En 2002, un livre accablant pour Martial Maciel sort en Espagne et en interne, les supérieurs de la Légion ne peuvent éviter d'en parler. Je comprends que des attaques ont été proférées à l'égard du Père Maciel et évidemment, on nous donne la réponse que c'est un ensemble, c'est un petit groupe d'anciens légionnaires qui sont très remontés contre la Légion pour des raisons personnelles, qui veulent se venger. Évidemment, on nous dit, vous ne pourrez pas lire ce livre et le Super justifie ça en disant, moi, si on écrivait un livre de calomnie sur ma mère, je ne le lirais pas. Face à ces attaques, Martial Maciel se présente comme un père la vertu. Et en interne, il utilise parfois de grosses ficelles. Par exemple, dans ce montage grossier, le réalisateur de cette vidéo compare Maciel à Jésus vivant son calvaire. Le message est clair. Maciel est victime de calomnie et c'est le monde extérieur qui veut abattre la Légion du Christ. La paranoïa ainsi créée servira à resserrer les rangs. Voilà comment, protégés de toutes parts, les légionnaires du Christ verront leur influence grandir dans l'Église. Une poignée d'enfants mexicains en 1941 et 70 ans plus tard, 1 millier de prêtres ordonnés et une position stratégique à Rome. Je serai toujours étonné, émerveillé du rythme de progression de la Légion.
Tant de choses réalisées en si peu de temps qu'on peut se demander comment cela a-t-il été humainement possible. Pour asseoir sa puissance, Martial Maciel s'est appuyé sur le réseau de 70 000 chrétiens laïcs regroupés au sein du Regnum Christi et de plus de 300 000 bénévoles. En 70 ans, la Légion du Christ a amassé 20 milliards de dollars de fortune. Elle est présente dans 18 pays, possède 158 collèges et 22 centres universitaires, comme par exemple la prestigieuse université Anáhuac de Mexico. Un líder de acción positiva. Un site immense, digne des campus universitaires américains. 11 000 étudiants de différentes spécialités s'y retrouvent tous les jours. En caméra discrète, nous avons tenté de rencontrer le légionnaire du Christ, recteur de cette université. Y entonces lo que vamos a hacer es que nosotros esto se lo planteamos al padre, ¿ok? Y nosotros nos pondríamos en contacto con ustedes. Muy bien. ¿De acuerdo? Le recteur de l'université Anáhuac de Mexico ne nous contactera pas. Au-delà de l'éducation, les légionnaires ont aussi pour mission d'infiltrer certains milieux, de préférence aisés. Ce fut le cas à Paris au cours des années 2000. La Légion du Christ y a créé un club, appelé Génération Entreprise, par lequel elle a pu approcher des patrons influents et généreux. Des dîners-débats étaient organisés sur les thèmes de l'éthique, des valeurs chrétiennes ou de la foi. À Paris, de 2000 à 2006, c'est un légionnaire du Christ très proche de Martial Maciel qui est à la manœuvre. Son nom, Raphaël Larroca. Un prêtre séducteur et convaincant. Un histrion aux multiples visages, à l'aise dans tous les milieux. Génération Entreprise n'existe plus aujourd'hui, mais Raphaël Larroca est resté l'ami de certains patrons français qui sont toujours sous le charme. C'est un commercial né. Certains le sont, d'autres pas. Lui c'est le cas et il est très doué, donc il aurait pu être un très bon lobbyiste, oui. Mais alors, sa mission, c'était bien sûr d'évangéliser au maximum et puis aussi de trouver des financements pour les œuvres de sa congrégation et notamment les œuvres éducatives qui demandaient beaucoup de besoins financiers. Avec le recul, ça ne vous gêne pas parce qu'on était loin de l'apostolat et de la formation de jeunes prêtres? Ça fait partie des missions de l'Église, hein, et notamment de certaines congrégations, comme celle des Légionnaires du Christ, que de former les jeunes. C'est un homme qui est à la fois pur, déterminé et foncièrement honnête. Et croyez-moi, dans la vie qu'on mène aujourd'hui, dans le monde des affaires ou dans d'autres mondes, c'est assez rare. Je pense que s'il avait continué dans cet ordre, il aurait terminé archevêque. Ah, vous pensez? Ah, j'en suis certain. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Parce qu'il avait toutes les capacités pour monter dans la hiérarchie de l'Église. Et non seulement il en était capable, mais il aurait été appelé. Vous savez quand même que l'ordre était très proche de la papauté. Par conséquent, quand on est très proche de Dieu, c'est plus facile. On attire les gens dans un cadre magnifique, une maison de vente d'art. C'est un système d'action par capillarité, en touchant des pointures dans tous les domaines, au niveau de la haute administration, des entreprises, du monde des médias, du monde également épiscopal, pour pouvoir asseoir un pouvoir politique. Xavier Hérault et Stanislas de Sainte-Agathe, qui ont travaillé pour la Légion du Christ, ont souvent suivi ce chemin dans le 16e arrondissement de Paris. Cette ville-là, cossue, inhabitée aujourd'hui, fut le quartier général de la Légion du Christ en France.
Au-dessus du bureau que j'occupais, il y avait une salle commune. C'est ici qu'en 2004, Raphaël Larocca organise un dîner rassemblant autour de Martial Maciel en personne des patrons comme Claude Bébéard ou Martin Bouygues. L'ancien PDG d'AXA a refusé de nous répondre et Martin Bouygues nous a fait savoir qu'il n'aurait jamais assisté à ce dîner s'il avait su qui était vraiment Martial Maciel. Cécilia Attias, ex-Sarkozy, qui elle aussi a déjeuné avec Maciel en 2004, n'a pas souhaité s'exprimer. Les méthodes d'entrisme de Raphaël Larocca et de la Légion du Christ ne font pas l'unanimité. Ceux qui ont travaillé à ses côtés estiment que le col romain n'a été qu'un sésame pour infiltrer un milieu de gens riches et parfois vulnérables. La plus grande partie, je crois, de la fortune des légionnaires vient de personnes âgées, donc Maciel d'abord et ensuite ses successeurs, mystifiés dans un premier temps, pour ensuite éplumer. Le cas typique de ce genre de personnes, Dorothy de Prénoréal, une femme multimilliardaire américaine. Le père Raphaël s'est mis à rendre visite presque 3 fois par semaine à cette dame qui était assez âgée. Moi-même, j'étais une fois invité par le père Raphaël à rendre visite à cette dame et j'ai vu une pièce de théâtre de très mauvais goût se dérouler devant mes yeux. C'était extrêmement malsain. Raphaël Larocca n'est plus prêtre aujourd'hui. Il vit en Argentine. Contacté, il n'a pas donné suite à notre demande d'entretien. Si des informations sur les crimes de Martial Maciel circulaient déjà à l'époque de ses dîners en 2004, la Légion du Christ sera coupée dans son élan d'expansion en 2006, quand le Vatican écarte son fondateur, prié de prendre sa retraite. Maciel meurt en 2008 aux États-Unis et subitement, sa vie est étalée au grand jour. On va découvrir ensuite qu'il a donc violé une 50aine d'enfants, qu'il a eu des maîtresses à droite et à gauche, qu'il a entretenues dans des villas de luxe, qu'il a violé ses propres enfants, qu'il se droguait, que toute la spiritualité était plagiée, que c'était un faussaire, qu'il faisait des faux documents, qu'il passait son temps à mentir, etc., etc. Alors moi, quand j'ai appris la nouvelle, je savais que c'était l'arbre qui cachait la forêt, et j'ai éclaté de rire. J'ai éclaté de rire parce que ça a été une libération finalement. Et puis la deuxième réaction, c'est que je me suis effondré, je me suis mis à pleurer. Parce que je me suis rendu compte que l'Église avait cautionné pendant 70 ans une crapulerie monstrueuse, avait piétiné des victimes. Aucun de nos témoins n'a été entendu par les émissaires du Vatican qui ont pourtant mené une enquête apostolique en 2010. En mars 2012, Benoît XVI est au Mexique et refuse de rencontrer les victimes d'abus sexuels de Martial Maciel. Le Vatican a décliné notre offre d'interview de son porte-parole. En France, les légionnaires du Christ se font discrets. Aucun des responsables de la congrégation n'a accepté de nous répondre, malgré nos demandes répétées. Bonjour. Bonjour. Et j'aurais tout simplement voulu pouvoir avoir le point de vue d'un responsable de la Légion du Christ. On verra ça la semaine prochaine. On ne nous rappellera jamais. Nous avons donc décidé d'approcher différemment les légionnaires du Christ en nous intégrant à une journée porte ouverte à l'école apostolique de Méry-sur-Marne en région parisienne, une école appartenant aux légionnaires du Christ et assurant des cours de la 6e à la terminale. Bonjour mon père. Notre guide sera un prêtre accueillant et en permanence souriant. Que vous avez eu au téléphone. La visite débute bien sûr par la découverte de la chapelle. Est-ce dû à la crise que traverse la Légion du Christ? Toujours est-il que cette école a perdu la moitié de ses élèves. Merci beaucoup d'être venu, malgré la pluie. Pourtant, dans une vidéo, les prêtres légionnaires tentent de donner la meilleure image possible de l'établissement.
Cette image idyllique ne peut occulter la vie criminelle du fondateur de la Légion. Une ombre au tableau qu'un des responsables de l'école apostolique voudrait bien effacer. Je sens que je suis sur la bonne route. Moi, j'aimais beaucoup le fondateur, mais je n'ai pas voulu être prêtre pour lui. Moi, je voulais être prêtre pour Dieu. Voilà, parce que j'ai senti que Dieu m'appelait pour moi-même. Voilà. Le fait que lui, il ait eu cette vie, ça m'a fait vraiment la peine. Je me suis dit, voilà, que cet homme qui était avoué à être peut-être un saint un jour, à être le fondateur, il est réduit à rien du tout maintenant. Bon, ça me fait la peine pour lui. Mais moi, je pense que l'histoire lui donnera aussi justice à cet homme. Parce que, aussi, comment cet homme étant si tordu, si méchant, comme on le dit, aurait pu faire une communauté quand même. Les légionnaires du Christ restent aujourd'hui sous surveillance, sous la tutelle du Vatican. Mais ils continuent de fournir des prêtres à l'Église. 49 légionnaires ont été ordonnés prêtres en décembre 2011. Rome a reconnu officiellement les crimes sexuels du fondateur de la Légion et présenté des excuses à ses victimes. D'autres abus sexuels ont été commis par des prêtres légionnaires, mais le Vatican semble les ignorer et estime que la Légion du Christ est saine. Ceux qui pensent le contraire restent inaudibles à Rome et ils attendent que la vérité éclate. Francisco Parga, qui fut un des prêtres parmi les plus hauts gradés de la Légion, l'a quitté en 1971 avant de se marier. Paul Lennon a retiré sa soutane de prêtre en 1984. Il est aujourd'hui psychothérapeute et spécialiste des sectes. José Barba, après avoir quitté la voie religieuse, a fait des études à Harvard, s'est marié avant de devenir professeur. Juan José Vaca n'est plus prêtre, marié lui aussi, il vit aux États-Unis. Xavier Léger a repris des études de philosophie qu'il avait abandonnées pour devenir légionnaire du Christ. Il s'est marié et prépare un livre relatant ses 6 ans et demi dans la Légion.